Et donc, cette coopération de notre institut avec l'ambassade de Suisse est de longue date. Et c'est une coopération très fructueuse et enrichissante qui nous permet de découvrir la culture et la littérature suisse et d'accueillir aussi régulièrement chez nous des personnalités suisses venues d'horizons divers. Vous voyez bien que même la Covid n'a pas mis terme à cette coopération. Nous avons juste changé de forme. Alors, permettez-moi enfin d'introduire et de saluer encore une fois Elisa Suard-Duzapin. Et je voudrais préciser pour son information que sont connectés à nous les étudiants et les collègues francophones de 3 universités slovaques, Bratislava, Banská Bystrica et Prešov, ainsi que, et là je me réjouis particulièrement, les jeunes lycéens de 2 sections bilingues, élèves de la section bilingue de Košice et de Banská Bystrica avec leurs professeurs. Ça me réjouit énormément et ça me fait vraiment plaisir. Qui est Elisa Suard-Duzapin? Écrivaine d'expression française, d'origine franco-sud-coréenne, imprégnée de plusieurs langues et cultures, qui a publié plusieurs romans qui ont reçu un très bon accueil, qui ont été couronnés par de prix prestigieux et qui, peu de temps après leur parution en Suisse, ont été traduits en plusieurs langues, dont l'anglais et l'allemand, langue qu'Elisa maîtrise. Alors, l'hiver à Sokcho, les billes du Pachinko, ou Pachinko, je ne sais pas comment ça se prononce, Vladivostok Circus, ce sont les titres qui annoncent le dépaysement, le déplacement, peut-être un brin d'exotisme dans le bon sens du terme. Et en effet, les histoires racontées par les narratrices sont situées dans les lieux qui sont géographiquement et culturellement très éloignés et inconnus de la plupart de nous. Alors, le texte qu'Elisa Suard-Duzapin va nous présenter est son premier livre. Le roman est intitulé L'hiver à Sokcho. Il a été publié pour la première fois aux éditions Zoé à Genève en 2016 et ce livre a été couronné par le prix Robert Walser et puis aussi par le prix qu'on donne aux nouveaux talents, au prix de la révélation. Peut-être c'est pas intéressant de vous dire que Elisa a écrit le roman quand elle a eu à peu près l'âge de nos étudiants à l'université, donc à peu près 23 ans. Ce roman, c'est l'histoire d'une rencontre. Un hiver, dans une ville portuaire qui s'appelle Sokcho, située en Corée du Sud, à peu près 60 km de la Corée du Nord. C'est une ville très prisée par les touristes en été. Il y a du poisson, des crustacés, le marché aux poissons, mais c'est une ville où il ne se passe rien en hiver, c'est une ville morte en hiver. L'histoire commence par la venue d'un étranger dans cette ville. Alors là, je m'adresse à Elisa. Elisa, pourriez-vous nous faire entrer dans votre univers romanesque, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Déjà, je vous remercie beaucoup pour cette introduction. Et c'est toujours un peu particulier ces visioconférences quand on ne voit pas l'ensemble des personnes qui écoutent, mais j'aimerais tellement être en face de vous à l'instant. Mais à défaut, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger comme ça. Et alors, par rapport à l'univers romanesque, je ne sais pas si tu as bien compris, si vous souhaiteriez que je commence directement par la lecture ou par dire quelques mots en fait. Oui, ben, je crois que vous pouvez commencer par la lecture. Quand j'ai dit que quand je vous ai demandé si vous vouliez bien nous faire rentrer dans votre univers romanesque, autrement dit, pourriez-vous lire un Incipit?
volontiers. Alors du coup, c'est ce livre-là. Il est arrivé, perdu dans un manteau de laine. Sa valise à mes pieds, il a retiré son bonnet. Visage occidental, yeux sombres, cheveux peignés sur le côté. Son regard m'a traversé sans me voir. L'air ennuyé, il a demandé en anglais s'il pouvait rester quelques jours, le temps de trouver autre chose. Je lui ai donné un formulaire. Il m'a tendu son passeport pour que je le remplisse moi-même. Yann Queyran, 1968, de Granville. Un Français. Il avait l'air plus jeune sur la photo, le visage moins creux. Je lui ai désigné mon crayon pour qu'il signe. Il a sorti une plume de son manteau. Pendant que je l'enregistrais, il a retiré ses gants, les a posés sur le comptoir, a détaillé la poussière, la statuette de chat fixée au-dessus de l'ordinateur. Pour la première fois, je ressentais le besoin de me justifier. Je n'étais pas responsable de la décrépitude de cet endroit. J'y travaillais depuis 1 mois seulement. Il y avait 2 bâtiments. Dans le premier, réception, cuisine, salle commune, 2 étages de chambres en enfilade. Couloir orange et vert, ampoule bleuâtre. Le vieux parc appartenait à cette époque d'après-guerre où les clients s'abattaient comme les calamars, à coups de guirlandes clignotantes. Quand j'allais au fourneau les jours clairs, j'apercevais la plage se dérouler jusqu'au mont Ulsan, gonflé vers le ciel comme des seins de matrone. Le second bâtiment, à quelques ruelles du premier, avait été rénové de façon traditionnelle, sur pilotis, pour faciliter le chauffage au sol et rendre habitables les 2 chambres aux parois de papier. Dans la cour intérieure, une fontaine gelée, un châtaignier nu. Aucun guide touristique ne mentionnait l'établissement du vieux parc. On y échouait par hasard après avoir trop bu ou manqué le dernier bus. L'ordinateur a planté. Pendant qu'il haletait, j'ai donné aux Français les renseignements sur le quotidien de la pension. D'habitude, le vieux parc s'en chargeait. Ce jour-là, ils étaient absents. Petit déjeuner de 5 à 10 heures dans la cuisine attenante à la réception derrière la baie vitrée. Toast, beurre, confiture, café, thé, jus d'orange et lait, offerts. Fruits et yaourts, 1000 won, à déposer dans le panier sur le grille-pain. Mettre le linge dans la machine au fond du couloir, au rez-de-chaussée, je me chargeais de la lessive. Code du Wi-Fi, I love Sokcho, tout lié sans majuscule. La supérette ouverte 24 heures sur 24, 50 mètres, en bas de la rue. Bus, à gauche, après la supérette. Réserve naturelle de Soraksan, à 1 heure de là, ouverte jusqu'au coucher du soleil. Prévoir de bonnes chaussures, à cause de la neige. Sokcho, une destination balnéaire. Qu'il soit prévenu, il n'y avait pas grand-chose à faire en hiver. Voilà pour le dessin. Merci beaucoup. Excusez-moi, juste une seconde, je dois rectifier un souci d'électricité, j'en ai pour 2 secondes. D'accord, allez-y. Hein. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui, ce serait éteint sinon. Bon, alors nous venons de découvrir 2 personnages, la narratrice qui travaille dans une pension modeste où elle accueille de rares clients, elle fait la cuisine, et un artiste français qui cherche le calme pour son travail. Il dessine la bande dessinée. Hein. La narratrice qui parle la langue du pays, évidemment, l'aide à faire les courses, lui prépare à manger, essaye de l'approcher. Yann semble ne pas apprécier la cuisine locale. Il dessine, il passe son temps à dessiner. Elisa, s'il vous plaît, lisez l'extrait suivant. Ce soir-là encore, il n'est pas venu manger. Enhardi par notre promenade, je lui ai apporté un plateau moins pimenté que pour les autres pensionnaires. Voûté sur le bord du lit,
Sa silhouette se découpait à contre-jour sur la paroi de papier. La porte n'était pas complètement fermée. En collant ma joue contre l'embrasure, j'ai vu sa main courir sur une feuille. Il l'avait posée sur un carton, sur ses genoux. Entre ses doigts, le crayon cherchait son chemin, avançait, reculait, hésitait, reprenait son investigation. La mine n'avait pas encore touché le papier. Lorsque Kéran a commencé à dessiner, son trait était irrégulier. Il reprenait les lignes plusieurs fois, comme pour les effacer, les corriger, mais chaque pression les gravait. Le sujet, méconnaissable, un branchage, un tas de ferraille peut-être. J'ai fini par reconnaître l'amorce d'un œil noir sous une chevelure brouillonne. Le crayon a poursuivi sa route jusqu'à ce qu'apparaisse une figure féminine, des yeux un peu trop grands, une bouche minuscule. Elle était belle, il aurait dû s'arrêter là. Mais il a continué à passer sur les traits, tordant peu à peu les lèvres, déformant le menton, perforant le regard, à remplacer le crayon par une plume et de l'encre pour en badigeonner le papier avec une lente détermination jusqu'à ce que la femme ne soit plus qu'une pâte noire, difforme. Il l'a posée sur le bureau. L'encre dégoulinait jusqu'au plancher. Une araignée s'est mise à courir sur sa jambe. Il ne l'a pas chassée. Il contemplait son œuvre. D'un geste machinal, il a déchiré un coin de la feuille, s'est mis à le mâchonner. J'ai eu peur qu'il me surprenne. En silence, j'ai déposé le plateau et je suis partie. Alors la narratrice, elle est intriguée par cet homme étrange qui lui rappelle ses racines françaises. Elle observe à son insu, elle essaye de tisser les liens, échanger, et puis un jour, elle lui fait visiter un endroit qui attire particulièrement la curiosité des touristes. C'est la frontière avec la Corée du Nord. À vous, Elisa, s'il vous plaît. Le vent rabattait les nuages sur le bitume. Déclin du jour. De chaque côté de la route, des carcasses de villages. Carton, plastique, tôle bleue. La province de Gangwon avait été oubliée de l'urbanisation du pays après la guerre. J'ai demandé à Kéran d'accélérer, sans quoi nous arriverions trop tard pour la visite. Je lui traduisais les panneaux indicateurs. Au moment de monter dans la voiture, je lui avais donné les clés. Je détestais conduire, n'avais jamais eu l'intention de le faire pour lui. Il s'en était réjoui. Au poste de contrôle des véhicules, un militaire, plus jeune que moi, nous a fait remplir des papiers. Dans un haut-parleur, les consignes en boucle. Interdiction de photographier, interdiction de filmer, interdiction de s'écarter du parcours balisé, interdiction de hausser la voix, interdiction de rire. J'ai rendu les papiers au garçon. Il a salué la nation et le grillage s'est ouvert sur le No Man's Land. Du beige et du gris à perte de vue, roseaux, marécages, un arbre parfois. Il fallait rouler 2 kilomètres pour atteindre l'observatoire. Un convoi armé nous a escortés avant de bifurquer. Nous étions seuls sur la route. Elle s'est mise à serpenter entre des fosses remplies de neige. Soudain, Kéran a enfoncé son pied sur le frein, me projetant contre le pare-brise. J'ai cru qu'elle traversait, a-t-il soufflé, les mains serrées sur le volant. Sur le rebord de la route, une femme, courbée sous une veste rose. Kéran lui a fait signe qu'elle pouvait traverser. Elle n'a pas bougé, les mains croisées dans le dos. Il a redémarré avec prudence. Dans le rétroviseur, je l'ai vue avancer sur nos traces. Elle nous a suivis du regard jusqu'à ce que nous disparissions dans un virage. Le chauffage asséchait ma gorge. Sur le parking de l'observatoire, le vent a fait claquer nos manteaux contre nos jambes. Une odeur d'huile froide se dégageait d'une cabane à toc. Kéran a enfoncé les mains dans ses poches. Son carnet dépassait de celle de droite. Nous avons gravi la colline jusqu'à l'observatoire. Une rangée de jumelles.
Pour 500 won, il était possible d'observer la Corée du Nord. J'ai glissé une pièce. Le givre collait mes paupières sur le pourtour en métal. À droite, l'océan. À gauche, la barrière de montagne. Devant, le brouillard. Nous ne pouvions pas en espérer plus par ce temps. Nous sommes redescendus sur le parking. La vendeuse de friture parlait avec la femme croisée plus tôt. Sitôt qu'elle m'a reconnue, elle s'est pendue à ma gorge pour caresser ma joue d'une main rêche. Je me suis libérée brusquement. Elle a couiné. J'ai saisi le bras de Kéran, il m'a entouré les épaules avec calme. Qu'est-ce qu'elle dit? On est des enfants de Dieu. Elle me trouve jolie. La vendeuse m'a désigné un beignet qui flottait dans la casserole. En infiltrant ses pores, l'huile expulsait l'air par petites bulles. J'ai fait non de la tête, sans énergie. L'autre gémissait encore. Kéran m'a attirée à la voiture. Une fois à l'intérieur, j'ai calé mes jambes contre la ventilation, frotté mes mains entre mes cuisses. Je ne me réchauffais pas. Nous avons pris la direction du musée. C'était la fin de l'après-midi, je n'avais rien mangé depuis la veille. J'ai grignoté, miette par miette, un choco-pie dont l'emballage pourpre avait explosé au fond de mon sac. « Vous êtes venu quand la dernière fois ?» m'a demandé Kéran. « C'est la première fois. »« Vous n'êtes jamais venu, je veux dire, par solidarité ?» Pleurer derrière ses jumelles, quelle solidarité! Ce n'est pas ce que je voulais dire. Seuls les touristes viennent ici. Kéran n'a plus fait de commentaires. À l'entrée du musée, dans un box aseptisé, un visage de femme a approché son orifice buccal du micro. 5001. Pour 2 personnes? Ai-je demandé. Les yeux globuleux se sont relevés avec lenteur. Yes, for 2 people. Kéran a remercié. J'ai ravalé l'humiliation qu'on ne m'ait pas répondu dans ma langue devant lui. Le parcours nous a été indiqué d'une main de latex. Merci. Très forte, à mes yeux, l'évocation de cette frontière, de ce no man's land, l'évocation de cette ambiance qui, moi personnellement, me rappelle l'ambiance, le rideau de fer que les jeunes Slovaques n'ont pas connu, n'ont jamais connu, heureusement, avec l'interdiction, mot que vous avez répété tout au début de cet extrait. D'ailleurs, la frontière, qu'elle soit référentielle, donc réelle, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, ou symbolique, me semble être au centre de ce roman, et où il y a d'autres frontières entre ce qui est dit et le non-dit, les frontières entre l'amour illimité, inconditionnel d'une fille pour la mère, une mère pour la fille, et d'une relation assez complexe. Nous allons peut-être découvrir ces subtilités dans l'extrait suivant. Voilà. Sous le regard de ma mère, la vendeuse m'a fait essayer différents ensembles jusqu'à ce que nous soyons d'accord sur un rouge et jaune, couleur de la jeunesse. Un gilet aux manches bouffantes, une jupe en soie qui commençait sous mes seins pour cacher mon corps jusqu'aux pieds. J'avais l'air obèse. En sortant du magasin, ma mère s'est retournée vers la vitrine pour détailler une blouse rose aux broderies dorées. « Comment tu la trouves ?» m'a-t-elle demandé. J'ai ri. Elle a pincé les lèvres, baissé la tête. J'ai tenté de me rattraper en disant que j'avais ri pour rien. Elle n'avait qu'à essayer. D'ailleurs, cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas acheté de vêtements. Réajustant son sac à main sur l'épaule, elle a rétorqué que ce n'était pas son style. Je voyais rarement ma mère sans son uniforme plastifié de poissonnière. Elle portait ce jour-là un pantalon de velours, des chaussures de marche, avait enserré ses cheveux dans un bandana qui jurait avec son rouge à lèvres. Elle marchait en soutenant son diaphragme, la respiration saccadée. Face à mon air inquiet, elle a dit que ce n'était rien, une toute petite douleur. L'humidité, sûrement. J'ai voulu qu'elle prenne rendez-vous chez le médecin. « Arrête de t'inquiéter, viens, on sort manger, pour une fois que je peux partager du temps avec toi. » Je l'ai suivie à contre-cœur. Dans une baraque, à l'entrée du port, elle a commandé une galette aux légumes et fruits de mer et du makgeolli de campagne, la bière de riz non filtrée.
Je soupesais les quantités que je mettais à ma bouche. C'est bien les couleurs de ta robe, a dit ma mère. Tu pourras la réutiliser à ton mariage. Tu feras attention à ce que ton corps ne change pas pour pouvoir la remettre. J'ai commencé à mâcher plus vite, brassant mon bol de makgeolli du bout de mes baguettes. Boire en longues ravades, que l'alcool tapisse mon œsophage de son épaisse blancheur avant de tomber au fond de mon estomac. Ma mère racontait le marché, l'arrivage en retard. Il n'y avait que du poulpe alors qu'elle avait besoin de fouillis pour le menu de solal dans une semaine. Bientôt, je ne l'ai plus écoutée. Je mangeais, buvais, sans plus de contrôle. Les tripes de fougou renferment du poison mortel. Mais crue, sa chair translucide permet de réaliser de véritables œuvres d'art. En tant que seule poissonnière de la ville à posséder la licence qui lui permettait d'en cuisiner, ma mère en préparait chaque fois qu'elle voulait briller. J'ai toussé. Du makgeolli a coulé sur mon manteau. Sans s'arrêter de parler, ma mère m'a essuyé avec le papier qu'elle venait d'utiliser pour absorber l'huile autour de ses lèvres. La tache a commencé à sentir le lait caillé. Ma mère a rempli mon bol. J'avais la nausée. J'ai bu, mangé encore. Je mangeais toujours à outrance devant elle. Ravie, elle a recommandé une galette. Tu es si belle quand tu manges, ma fille. J'ai dégluti avec difficulté, refoulant mes larmes au fond de ma gorge. Péniblement, j'ai marché jusqu'à la pension, le ventre tendu par mon gavage. Merci. Alors, vous voyez, la relation mère-fille, c'est pas toujours évident. C'est une relation très complexe, pleine d'amour, puis par moments difficile. Hein. Vous avez vu les motifs rattachés à la mère, à tout ce qui concerne la façon de s'habiller de la narratrice, son alimentation, le mariage. Il me semble que l'extrait suivant développe encore cette relation tout en évoquant un quartier de Sokcho. Elisa. Je patientais depuis 1 heure déjà au centre médical. En fin de compte, j'avais moi-même pris rendez-vous pour ma mère. Une infirmière est venue me dire que le médecin avait du retard, ma mère devait faire d'autres analyses. J'ai décidé d'aller marcher autour du centre. Je venais rarement de ce côté de la ville. Chantier, baraques, ouvriers, grues, sable, béton. Et le pont où on avait tourné la scène culte de First Love, celle où l'acteur traversait la berge, avec cette barque amarrée devant moi. À l'intérieur, ours en peluche et bouquets de fleurs du dernier été, pourris, décolorés, prisonniers du gel. Une bourrasque a ébranlé la barque, craquement lugubre. Plus loin, 2 aquariums superposés. Dans celui du bas, des poissons à longue queue. Au-dessus, des crabes, entassés comme déjà prêts pour les conserves. Sans plus de force pour se crever les yeux, ils se laissaient remuer par le jet d'eau. Toutefois, l'un d'entre eux, s'arc-boutant contre un autre, a réussi à atteindre le rebord du bassin, à s'y maintenir en équilibre jusqu'à ce qu'un remous le propulse dans l'autre aquarium. Les poissons se sont mis à tourner à toute vitesse. Le crabe avait atterri à l'envers. Il s'est débattu au ralenti pour tenter de se remettre sur ses pattes, sans succès. En fin de compte, il a pincé une nageoire ventrale, l'a méticuleusement déchiquetée. Séparé de son appendice, le poisson s'est remis à nager, mais de travers, avant de couler au fond du bac, fou. Au bout de la rue, l'hôtel en forme de palais indien, rose et doré. 2 filles se cambraient à l'entrée, shorts en cuir, bas troués. Suintant l'hiver et le poisson, Sokcho attendait. Sokcho ne faisait qu'attendre. Les touristes, les bateaux, les hommes, le retour du printemps. Ma mère n'avait qu'un refroidissement. Merci. Encore une très belle évocation de cette atmosphère étrange. Vous avez certainement remarqué le travail d'Elisa. Elle utilise peu de moyens, peu de mots, mais vraiment bien pesés, souvent juste juxtaposés, qui ensemble constituent de très belles images, parfois fugaces. Et tous ces mots ne disent pas, mais suggèrent donc
tout cela, ça fait travailler l'imagination du lecteur. Oui, ça demande un petit effort. Le lecteur doit deviner, mais ça permet aussi d'imaginer, de rêver. Alors, l'extrait suivant, il donne à voir la difficulté de communiquer. Même entre intimes, vous avez pu remarquer dans l'un des extraits que Elisa vient de lire, l'extrait montre aussi la solitude des êtres, mais il vaut mieux entendre la voix d'Elisa. Alors c'est un extrait juste qui se passe pendant la cérémonie de Seollal, qui est le nouvel an coréen. Très maquillée, dans un tailleur noir, ma tante a ri en nous voyant, ma mère et moi, dans nos costumes traditionnels. Comment pouvait-on les porter de nos jours? Ma mère a ri aussi, de contrition. Nous avons dressé la table dans un coin de la cuisine, sur le sol carrelé, pour ne pas trop salir nos coussins. Ma tante s'est extasiée sur le sashimi de fugu. Elle ne se permettait pas d'en manger à la capitale. Les seuls chefs à prétendre posséder la licence pour en cuisiner étaient japonais. Elle ne leur faisait pas confiance. 20 grammes de chair empoisonnée suffisaient à asphyxier un homme. Il serait trop content de voir crever les Coréens comme des lapins serrés dans leur clapier. Elle a froncé le nez. À propos, que signifiait cette couleur grisâtre dans le plat de sèche? Ta nièce a percé la pose d'encre, a déploré ma mère. On ne peut pas lui laisser un couteau entre les mains. Elle a rempli les bols de tteokguk, les verres de soju. D'ailleurs, a-t-elle poursuivi, tu ne trouves pas que son travail à la pension lui ôte ses couleurs? Ma tante a rétorqué qu'elle m'avait toujours trouvé l'air malade. Elle a balayé du regard les murs de la cuisine avant de conclure, l'air de Sokcho, sans doute. Je me suis concentrée sur l'absorption de ma soupe, sur le reflet de mon visage à sa surface. Les remous créés par la cuillère brouillaient mon nez, faisaient ondoyer mon front, dégouliner mes joues sur le menton. Ma tante trouvait fade le tteokguk. Je n'en sentais pas le goût, trop occupée à le tasser dans ma panse. En ajoutant de la sauce soja, ma mère a éclaboussé sa sœur qui a mugi qu'il s'agissait d'une soie extrêmement coûteuse. Pour éviter la dispute, ma mère s'est adressée à moi. « Tu ne dis rien, toi, parle à ta tante. » J'ai parlé de l'auteur de bande dessinée. « Encore lui? Il est français. » Ma mère s'est raidie. Ma tante a ricané que les Français n'étaient que des beaux parleurs, encore fallait-il être assez stupide pour tomber dans leur piège. « Que sais-tu de la France ?» ai-je dit tout bas. Ma mère a dit que personne à cette table ne connaissait rien à la bande dessinée, il fallait changer de sujet. Je me suis resservie de soupe et de fugu. Ils sont beaux, ces dessins. Ils font penser à l'art impressionniste en Europe au XIXe siècle, mais il peut être très réaliste pour des détails. Ma mère s'est agitée sur son coussin, puis s'est tournée vers ma tante, adossée contre le mur, repue. Elle va bientôt se marier avec Juno. Ma tante a palpé mes fesses et mes cuisses. Je me suis déplacée avant qu'elle n'atteigne mes seins. Elle a déclaré que c'était bien. Elle s'occuperait de moi pour les habits, le maquillage, et elle m'a dévisagé les lunettes. Ma mère a dit que je pensais porter des lentilles. N'étais-je pas capricieuse et gâtée? Au contraire, ma tante avait toujours trouvé affreuses mes lunettes. Tant qu'à faire, autant me faire opérer. À Gangnam, les opérations n'étaient pas si chères. Elle était d'accord de me l'offrir si ma mère n'en avait pas les moyens. Ce n'est pas une question de moyens, a dit ma mère en me recevant de soupe. Elle est déjà belle avec ses lunettes, elle n'a pas besoin de plus. Je n'en pouvais plus de faire aller et venir ma cuillère à ma bouche. Sous l'effet du soju, ma tante a commencé à respirer plus fort, le menton luisant. Elle m'a regardée encore, m'a demandé pourquoi je me goinfrais. Paniquée, ma mère lui a dit de ne pas me faire ce genre de remarques pour une fois que je mangeais. J'ai serré les doigts sur ma cuillère. Ma tante a repris du kimchi et l'a mâché, bouche ouverte. Des morceaux ont giclé de ses lèvres pour atterrir entre les plats, enrobés d'une pellicule de salive rougeâtre. J'ai relevé la tête de mon bol. Je les ai fixés avant de dévisager ma tante. Me lançant un regard mauvais, elle les a repris au bout de ses baguettes. Je me suis levée, j'ai mis mon manteau, je rentrais à la pension.
Ma tante a haussé un sourcil vers ma mère. Je n'allais donc pas au cimetière? Ma mère m'a imploré des yeux avant de faire un geste d'impuissance vers sa sœur et de me regarder partir. C'était en pleine fête. On a assisté à la discussion de 3 femmes, 2 sœurs très différentes. Il y en a une qui vit à Sokcho, qui est poissonnière, donc elle a un travail, elle travaille dur, et puis sa sœur qui est à Séoul. Hein. Vous avez remarqué certainement que la thématique du repas, de la cuisine est très importante. Hein. Alors évidemment, ce sont les motifs attachés aux femmes, aux mères, mais je me posais la question si manger, en quelque sorte, ne remplaçait pas la parole, la communication parfois, par moments défaillante. Vous avez certainement appris beaucoup de choses sur les spécialités culinaires aussi. Le sushimi de fugu, vous voyez, ce poisson toxique qui est un des plats prisés des Japonais. Alors, je préfère encore donner la parole à Elisa pour lire l'extrait suivant qui est un dialogue, cette fois-ci entre la narratrice et le français, l'autre personnage. Hein. Nous étions les seuls clients dans le café, près du radiateur pour faire sécher nos chaussures. Sur le rebord de la fenêtre, des meubles miniatures avaient été agencés comme dans une maison de poupée. Il faisait sombre. Dans une vitrine réfrigérée près du comptoir, 2 tourtes à 15 000 won et du fond de teint au sérum d'escargot, 15 000 won aussi. La serveuse nous a offert un bol de calamar séché. J'ai reconnu la fille que j'avais vue au Timtilbam, celle de mon âge, au sein tombant. Elle avait dessiné un cœur en caramel sur mon cappuccino. Sur celui de Kéran, un poussin. Kéran a pris un tentacule, l'a tourné entre ses doigts. Quand j'étais enfant, je dis, ma mère me racontait que si l'on buvait du lait en mangeant du calamar, des tentacules poussaient dans nos veines, ou des vers, je ne sais plus. J'ai ri. Je crois que c'était une ruse pour m'empêcher d'en boire. Je ne le digère pas. Vous aimez, vous, le lait? Je préfère le vin. Il n'en a pas à Sokcho. Absorbé par le calamar, il n'a pas répondu. J'ai regretté d'avoir parlé. Mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table, jaune haut à l'écran. Je l'ai rangé dans mon sac. Je n'ai pas vu beaucoup de gens de votre âge, a dit Kéran. Ils partent tous. Ne vous ennuyez pas trop? J'ai haussé les épaules. Vous n'avez pas de petite amie? J'ai hésité avant de répondre non. Boyfriend. Je n'avais jamais compris ce mot, ni sa version française. En quoi l'adjectif petit qualifiait-il un amant? Et vous? Il avait été marié. Il y a eu un silence. Alors, ai-je demandé, vous en êtes où? Avec ma femme? Non, votre héros. Il a eu un rire bref, presque un soupir. Il avait des ébauches, rien d'abouti. Chaque histoire avait été le brouillon de la suivante. La dernière, il ne savait plus. Je crois que j'ai peur de perdre un monde sur lequel je n'aurai plus de pouvoir une fois qu'il sera terminé. Vous n'avez pas confiance en vos lecteurs? Ce n'est pas la question. Il s'est mis à effilocher le tentacule. Toujours, l'histoire que je crée s'éloigne de moi. Elle finit par se raconter d'elle-même. Alors j'en imagine une autre, mais il y a celle en cours qui se dessine sans que je la comprenne et qu'il faut bien que je finisse. Et quand enfin je peux commencer la nouvelle, tout recommence. Ses doigts s'acharnaient sur le tentacule. Parfois je me dis que je n'arriverai jamais à transmettre ce que je veux dire vraiment. J'ai réfléchi. Peut-être que c'est mieux comme cela. Kéran relevait la tête. J'ai continué. Peut-être que vous ne dessineriez plus, sinon. Il est resté silencieux. Je me suis rapprochée de la table. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Il préférait me montrer les dessins. Je n'ai pas insisté.
Une femme est entrée avec un carton de nouilles aux haricots rouges. La porte s'est refermée dans une bourrasque. Contre la fenêtre crépitait la pluie. Ferrand a reboutonné son manteau. C'est toujours comme cela, l'hiver? C'est une année particulière. Le serveuse a rejoint la femme au comptoir avec du radis mariné. Ferrand les a regardés, puis s'est tourné vers moi, plus léger. Je me suis toujours demandé si les pâtes venaient de Chine ou d'Italie. Comment pouvait-on le savoir? Les deux côtés du monde, l'histoire s'était écrite comme chacun voulait bien la voir. Connaissais-je la cuisine européenne? J'ai dit que je n'aimais pas les spaghettis. Il a ri. Je devais en manger de vrai, en Italie. J'ai baissé les yeux. Il a cessé de rire. Pardon, c'était maladroit. Quand même, ai-je dit, que vous soyez à Sokcho, je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai, je ne sais pas ce que j'y ferais encore sans vous. Je me suis figée. Je plaisantais, a-t-il dit, sans sourire. Il a entassé les miettes de calamar dans un coin de la table, en a pris un deuxième. On ne joue pas avec la nourriture. Il l'a reposé. Les femmes nous jetaient des regards furtifs, parlaient à voix basse, en triturant les nouilles de leurs baguettes, sans manger. La pièce sentait l'oignon frit. Qu'est-ce qu'ils disent? A demandé Caron. Rien d'important. Il a hoché la tête, lentement. Il m'a semblé soudain très seul. Cette fois, la fin, ce sera une fin définitive? Lui ai-je demandé, plus douce. Probablement pas. Pour l'instant, oui. J'ai pris un tentacule pour remuer le fond de ma tasse. Lui n'avait pas touché à la sienne. Le lait commençait à faire gonfler mon ventre. J'ai réajusté ma robe pull pour le dissimuler. Le bordeaux vous va bien? A dit Caron. Non, c'est trop grand, c'était à ma tante. Je parlais de la couleur. Nous nous sommes tus. Les filles s'étaient servies du gâteau rose et regardaient leur part sans y toucher. Elles ne parlaient plus. Dehors, c'était la nuit. À travers la fenêtre, on apercevait le marché, les étals sous les bâches comme des sarcophages. En fait, a dit Caron, il ne manque plus qu'elle. Il fixait un poing vers mon épaule. Celle avec qui je laisserai mon personnage. Vous n'avez pas encore trouvé? Par ce froid, ce n'est pas évident. Je l'ai regardé. Je n'y suis pour rien. Pardon? Le froid, me suis-je agacée. Je n'y suis pour rien. Il a haussé un sourcil avant de reprendre. Vous la voyez comment, vous? Je dis que je n'avais pas lu ces bandes dessinées. Peu importe, j'aime votre regard. Mais lui, ai-je voulu savoir, son héros, que recherchait-il? Ferrand s'est accoudé à la table. Cela semble évident. Pas pour moi. Une histoire qui ne se terminerait jamais, qui raconterait tout. Elle serait comprise de tous. Une fable absolue. Les fables sont tristes, ai-je dit. Pas toutes, non. Toutes celles qui viennent de Corée ici. Vous devriez les lire. Ferrand s'est tourné vers la fenêtre. Du bout des lèvres, j'ai articulé. Et cette femme, dans cette fable, qu'aurait-elle de plus? Il a réfléchi. Elle serait éternelle. Une boule s'est formée dans ma gorge. En quoi mon avis pouvait-il lui importer? Quoi que je dise, tel qu'il le retrouverait ce soir, c'était l'autre. Quoi que je fasse, il serait loin vers son dessein. S'il retourne dans sa Normandie, le français. J'ai léché ce qui restait de crème sur mon tentacule. Je me suis levée. J'avais du travail. Ferrand m'a dévisagé, avant de baisser les yeux et de dire en français, comme pour lui-même, qu'il me raccompagnait. Je préfère être seule. Dans la rue, j'aurais voulu me retourner, qu'il insiste pour être auprès de moi. J'aurais voulu le supplier de me rattraper. Mais il m'a suivi un peu en arrière jusqu'à la pension. Sur l'arc de triomphe, le dauphin pendait par un morceau de nageoire, explosé par le gel, sourire à l'envers. Qu'est-ce qu'il est difficile de communiquer, de comprendre l'autrui et se faire comprendre, exprimer par les mots ce qu'on pense vraiment. Hein. Le dernier extrait qu'Elisa aura la gentillesse de nous lire donne à voir la fin possible de cette histoire de rencontre
de cette histoire de rencontre de deux êtres, de personnes, mais de personnages, mais aussi rencontre de deux cultures différentes. Allez-y. Le lendemain, j'ai exécuté mes tâches avec des gestes d'automate, épuisée par la distension abdominale. Dès que possible, je me suis cloîtrée dans ma chambre pour m'étendre sur le sol chauffant, un coussin sous les reins, jambes et bras écartés pour éviter tout contact avec ma propre peau. Je n'étais bien qu'en chemise de nuit, sans élastique pour m'en serrer la taille, à regarder par la fenêtre. 2 coups ont résonné contre ma porte. Kéran. Il avait besoin de retourner au supermarché. Ce n'était pas la peine que je l'accompagne, pouvais-je seulement lui traduire un mot? J'ai retenu ma respiration. Il a fini par dire que ce n'était pas grave, il se débrouillerait. Il a marqué un silence, avant d'ajouter, en français, que j'avais raison. Il se prenait pour son héros depuis trop d'années. Il ne me fera plus perdre de temps, il rentrait chez lui, dans 4 jours. Puis il s'est éloigné. Je me suis traînée sur le lit, roulée en fœtus sous la couverture. Il n'avait pas le droit de partir, de s'en aller avec son histoire, de l'exhiber de l'autre côté du monde. Il n'avait pas le droit de m'abandonner avec la mienne qui se dessécherait sur les rochers. Je n'étais pas du désir. Cela ne pouvait pas l'être, pas avec lui, le Français, l'étranger. Non, c'était certain, il ne s'agissait pas d'amour ni de désir. J'avais senti le changement dans son regard. Au début, il ne me voyait pas. Il avait remarqué ma présence comme un serpent se glisse en vous pendant vos rêves, comme un animal de guet. Son regard, physique, dur, m'avait pénétré. Il m'avait fait découvrir quelque chose que j'ignorais, cette part de moi là-bas, à l'autre bout du monde. C'était tout ce que je voulais. Exister sous sa plume, dans son encre, y baigner, qu'il oublie toutes les autres. Il avait dit aimer mon regard. Il l'avait dit comme une vérité froide et cruelle qui ne le touchait pas le moins du monde dans son cœur, juste dans sa lucidité. Je n'en voulais pas de sa lucidité. Je voulais qu'il me dessine. Merci Elisa de cette belle lecture. Et avant de donner la parole aux autres et ouvrir la discussion, je voudrais vous dire et dire aux autres aussi que j'aime beaucoup cette écriture parcimonieuse, très pure, qui capte magnifiquement le présent, l'instant fugace, cette alternance de scènes du quotidien et des tableaux esquissés avec quelques touches rapides mais bien précises, les évocations de paysages et surtout cette atmosphère étrange, lointaine, mais à la fois proche, pleine de nostalgie, de tristesse, mais aussi de l'espoir. Je sais que les étudiants ont lu, certains avec leurs professeurs, hein, les extraits, et je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions, donc la parole est à vous. S'il vous plaît, n'hésitez pas, osez poser les questions à Elisa, qui aura certainement la gentillesse d'y répondre. J'ai 2 questions à vous poser. Comment avez-vous réussi à publier votre livre? Parce que cela a dû être difficile à un âge si jeune. La deuxième question est, avez-vous un moment où vous ne saviez pas comment terminer le chapitre, par exemple? Je vous remercie pour votre question.
Alors déjà, c'est clair que pour moi, le doute pendant le travail d'écriture, c'est quelque chose qui est constant. J'ai pas du tout une écriture qui me vient facilement avec beaucoup de textes d'un coup. Au contraire, je pense que je passe plus de temps à ne pas écrire, mais à marcher ou réfléchir ou rêvasser dans le train. Et tout d'un coup, il y a un petit bout de texte qui apparaît. Alors je prends note et ensuite je le reporte à l'ordinateur et j'essaie de construire comme ça les passages. Mais la plupart du temps, il y a beaucoup de vide entre deux et parfois c'est un peu stressant, mais comme maintenant j'ai l'expérience de plusieurs livres, j'essaye d'apprendre à chaque fois, petit à petit, que c'est normal d'avoir ces moments de non-écriture pour moi. Mais après, le fait de savoir comment est terminé finalement un travail d'écriture, enfin un texte, ça c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer. C'est une forme de mélange entre l'intuition, le... Est-ce que vous m'avez perdu? Ça va? Ok. Ça va. Oui, ça va. D'accord, il y a eu un truc sur mon écran. Donc, c'est quelque chose que je sens un peu comme... Enfin, c'est vraiment une intuition. Comme quand on écoute de la musique, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où des fois, c'est en tonalité majeure ou mineure et on a besoin que ça évolue vers tel rythme ou tel ton pour que ça équilibre un peu les choses. Et je ne peux pas vraiment expliquer ça autrement qu'à travers l'instinct parce que je réfléchis très très peu en fait quand j'écris et je fonctionne principalement avec vraiment les émotions en fait. Et par rapport à la publication, je crois que là aussi j'étais assez inconsciente et peut-être que c'est une chance que j'ai eue à ce moment-là. Mais en fait, au départ, je voulais pas du tout faire publier ce texte, ce roman. Je l'avais vraiment écrit pour moi comme une démarche très personnelle. Et c'est un de mes anciens professeurs de français à qui j'avais un peu parlé du projet, qui avait lu des extraits quand j'étais au lycée, parce que je l'ai en fait écrit d'abord au lycée, la première partie, entre 17 et voilà, je dirais entre 17 et 21 ans, et après je l'ai vraiment laissé dans un tiroir. Et 2 ans plus tard, donc à 23 ans, j'ai recroisé un professeur qui m'a dit alors tu l'as envoyé à quel éditeur ce texte et tout ça. Et puis je lui ai dit mais à personne. Enfin, déjà j'étais dans d'autres choses, je continuais mes études et tout ça. Et puis il m'a dit ah, mais je pense que ça vaudrait vraiment la peine. Et du coup là j'ai ressorti le texte et je l'ai un peu retravaillé. Et puis comme j'ai commencé à imaginer l'éventualité qu'il soit publié, mais j'avais pas vraiment cette pression que certains auteurs pourraient avoir quand ils veulent absolument être publiés et qui cherchent vraiment et qu'ils envoient à plein d'éditeurs. Du coup, je me suis juste dit, bon, si j'ai la chance d'être publiée, autant que ce soit dans une maison d'édition avec laquelle je rêverais de travailler. Du coup, j'ai vraiment sélectionné 4 maisons que j'admirais beaucoup et aussi dans lesquelles je pouvais imaginer éventuellement un texte comme le mien. Et quelques mois plus tard, finalement, le premier qui m'a répondu positivement, c'était les éditions Zoé. Et on n'a pas signé de contrat tout de suite et tout ça parce que le texte, il n'était pas fini. Donc, en fait, ça a pris encore 1 an pendant lesquels j'ai continué à travailler sur le texte avant de renvoyer une version. Et ça s'est fait comme ça naturellement. Et c'est vrai que c'était assez... Peut-être une chose que je peux dire si jamais certains d'entre vous ont envie d'envoyer un manuscrit, il faut être patient parce que ça prend vraiment du temps et moi j'ai reçu sur les 3 une première réponse positive, mais voilà, à condition que je retravaille certaines choses, une négative et 2 positives, mais plus d'1 an après que j'avais envoyé. Et le texte avait déjà paru en plus entre-temps, donc voilà, c'était une assez belle histoire pour moi, mais je crois que vraiment j'ai eu à la fois de la chance et en même temps une forme d'insouciance, donc ça je l'ai envoyé sans me mettre de pression du tout en fait sur le résultat. Oui. Il faut oser, ça a porté de fruits. Et je crois aussi le fait d'avoir vraiment choisi et sélectionné les maisons d'édition dans lesquelles je pouvais imaginer que mon texte s'insérait, ça a facilité les choses parce que des fois on envoie un manuscrit à plein d'éditeurs sans vraiment connaître les éditeurs
Et du coup, en guillemets, c'est normal qu'il y ait des refus, puisque simplement, là, je prends un exemple vraiment grotesque, mais si on envoie un texte de science-fiction à quelqu'un qui ne publie que de la poésie, bah forcément, ça va pas. Mais souvent, des jeunes auteurs envoient comme ça beaucoup, et ils sont un peu découragés parce que simplement, ils n'ont peut-être pas fait par eux-mêmes avant ce travail de sélection qui est vraiment important, en fait. Merci. Une autre question? D'autres questions? Oui. Allez-y. Bonjour. Moi, je voudrais vous poser peut-être plusieurs questions, mais je vais déjà commencer par ma première question. En lisant ce texte et en parlant de votre texte, de ces extraits avec mes élèves qui sont d'ailleurs des lycéens, nous nous sommes posé la question si ce texte était de la fiction ou est-ce qu'il a été inspiré par des faits réels. Et je vous avoue franchement que nous avons imaginé dans le rôle du jeune Français et de la jeune fille coréenne vos parents. Merci pour votre question et déjà aussi pour lire mon texte en classe. Ça me touche beaucoup, genre, quand j'apprends ça. Alors en fait, non, c'est vraiment une fiction. Par contre, et je nuance tout de suite, absolument tout ce que je décris, ou beaucoup de choses de ce qui se passe pour ces personnages, dans les décors, les lieux, ce sont des choses que j'ai vues et que j'ai vécues par moi-même. Je crois que j'ai assez peu d'imagination et si j'ai pas vraiment ressenti des émotions, des atmosphères de lieux ou de personnes qui m'entourent, j'arriverai pas à les inventer. Et d'ailleurs, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à écrire pour la première fois de ma vie, en fait, des textes autobiographiques issus de mes premiers voyages en Corée. Et ensuite, c'est devenu ce premier roman. Donc, j'ai un peu modifié les textes, mais par exemple, des passages comme la frontière à la Corée du Nord, ou la scène de quand ils sont dans un temple, des choses comme ça, ce sont vraiment presque du copier-coller des textes que j'avais écrits quand j'étais au lycée. Sauf qu'après, j'ai remplacé le jeu, où c'était moi, par mes personnages. Par contre, le moment où ça s'est transformé en roman de fiction, ça a été le moment où je me suis rendu compte que justement, j'avais besoin de me détacher de l'autobiographie pour paradoxalement être plus sincère en fait. Parce que dans l'autobiographie, forcément, on protège les gens qu'on connaît parce que par pudeur ou par voilà, X raisons. Et je crois que j'avais vraiment besoin d'exprimer des choses qui en fait sont très vraies dans ce que j'ai envie de dire, mais c'est plus facile quand ce sont d'autres personnes qui les portent. Et aussi, pour moi, je crois que c'était un texte qui était une façon de me prouver que j'étais capable de me mettre dans la peau d'une jeune femme qui, elle, serait, en guillemets, vraiment coréenne, c'est-à-dire qui serait née dans le pays, qui aurait vraiment toute cette culture complètement en elle, alors que moi, je suis née en Europe et je comprends la langue, cette culture, je crois que je la perçois aussi intimement et on a toujours mangé coréen aussi à la maison avec voilà, mes grands-parents, ma mère. Mais j'ai découvert le pays pour la première fois sur place à 13 ans. Et même si j'y suis retournée très souvent, chaque année en fait, et que j'ai fait une part d'études aussi là-bas, et que même maintenant je suis aussi traduite en coréen et que je vais souvent pour le travail là-bas, on me fait vraiment toujours sentir que je suis une étrangère au fond. Et c'est peut-être le cas, je pense, mais il y a aussi une part de moi qui n'est pas étrangère et j'avais besoin vraiment d'écrire ce livre pour me prouver que je pouvais être proche de cette culture. Donc c'est un peu comme un miroir inversé, en fait, cette fille qui, clairement, bien sûr, me ressemble un peu, mais en même temps est complètement le contraire de moi. Vous voulez continuer à poser des questions? Oui. Alors, je ne voudrais pas prendre la place aux autres, bien évidemment, donc je vais peut-être attendre un petit peu et je reposerai une autre question un peu plus tard. Merci. D'accord. Alors, je saute sur l'occasion et je demanderai à Elisa, pour enchaîner à ce qu'elle vient de dire, est-ce que cette pluralité d'appartenance culturelle, est-ce que c'est quelque chose d'enrichissant ou plutôt dévastateur? Est-ce que c'est une déchirure identitaire par moment?
le fait d'être considérée comme une étrangère, malgré les racines, malgré... Je pense que longtemps, j'ai considéré ça comme quelque chose qui était négatif, parce que j'avais l'impression qu'il fallait soit que je gomme toute trace d'étrangeté, on va dire ça comme ça, ou d'exotisme, surtout quand j'étais toute petite dans le Jura suisse, qui est un endroit très rural, avec plutôt très conservateurs. On était vraiment les seuls étrangers. Ma mère, on disait toujours que c'était la chinoise. Enfin, il y avait beaucoup de racisme, tout ça. Et à l'école, par exemple, à un âge où on a plus que tout besoin et envie de s'intégrer et de se sentir comme les autres, c'était des moments où j'avais vraiment... même j'avais honte de la langue coréenne parce que je parlais mieux coréen que français, donc je voulais pas que ma mère vienne me chercher à l'école pour pas qu'on la voie. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais petit à petit, l'époque a changé aussi maintenant, mais je me suis aperçue que déjà c'était un terreau extrêmement fertile pour moi dans l'expression artistique en fait. Parce qu'avant d'écrire, j'ai aussi fait du théâtre ou de la musique, de la danse. Je crois que c'était quelque chose où ça nourrissait beaucoup de choses en moi, et j'ai toujours su un peu intuitivement que j'avais besoin de faire un métier qui serait dans l'expression. Donc en fait, dans un métier de communication avec les autres, finalement, pour exprimer la difficulté à communiquer. Donc c'est un peu paradoxal. Mais parce qu'effectivement, j'ai été très consciente du fait que, par exemple, c'est pas parce qu'on partage une même langue au niveau linguistique qu'on se comprend forcément. Parce que la culture, ça joue un rôle immense, et tout ça, j'en suis vraiment consciente parce que je le porte au sein de ma famille même. Et aussi, je crois que pendant longtemps, j'ai pensé que j'avais en moi deux cultures, enfin voire trois ou quatre, puisque j'ai grandi entre la France et la Suisse et la Corée. Mais en Suisse, on parle aussi quatre langues nationales, et ma famille est aussi entre l'allemand et le français. Donc en fait, il y a vraiment toujours eu je crois qu'on a toujours parlé 4-5 langues dans les réunions familiales en passant de l'une à l'autre comme ça. Et j'ai toujours pensé que c'était comme des entités qui devaient absolument se regrouper de façon harmonieuse. Et tout simplement, en grandissant ou en mûrissant et aussi en écrivant, je me suis simplement aperçue que c'était impossible d'avoir une forme d'harmonie entre tout ça, qu'il y aurait toujours des tensions, des questionnements, des moments des manques, mais aussi des pleins, et qu'en fait c'était très beau finalement parce que ça m'obligeait à être constamment dans une recherche d'équilibre que je n'aurais peut-être jamais, mais c'est ce qui me permet d'écrire. Et par exemple, j'ai aussi l'impression qu'au fond, je ne sais pas du tout qui je suis. La question de l'identité, c'est toujours un questionnement pour moi. Je ne peux pas comprendre finalement les personnes de mon entourage qui se sentent comme ça tellement jurassiennes, ou françaises, ou coréennes, parce que j'ai l'impression, voilà, je ne sais pas. Et il n'y a aucun endroit au monde où je me sens complètement chez moi non plus. Par contre, ce qui est magnifique pour moi avec l'écriture, c'est que grâce à cette activité, plus il y a des livres qui arrivent, plus j'ai l'impression que ce sont des petites parts de moi que je n'imaginais pas du tout. Et au fil du temps, j'ai l'impression que mes livres sont plus moi que moi-même, parce que moi, je ne sais pas trop qui je suis. Ouais. Alors, qui c'est qui va prendre la parole maintenant? Je vois 3 mains levées. Alors, Simona Chovanikova, peut-être? Oui, je ne sais pas si c'est une question étrange, mais combien de temps cela vous a pris pour écrire un livre comme ça? Merci pour votre question, mais je crois qu'il n'y a aucune question étrange. Écrire, c'est déjà étrange en soi, je crois. Ça a pris longtemps. En fait, je mets plusieurs années pour écrire tous mes livres. Je dirais au moins 4-5 ans en tout. Et ça peut sembler un peu faux puisque mes livres ont tous paru à peu près à 2 ans d'intervalle. Mais en fait, c'est parce que pendant très longtemps, il y a un moment où je réfléchis beaucoup au roman, même si je suis en train de finir un autre roman, par exemple. Et en fait, pendant longtemps, il y a comme ça des thématiques, des émotions, des images que j'ai en moi qui deviennent de plus en plus présentes.
mais pendant longtemps, je ne sais pas du tout encore comment je vais les assembler pour en faire une histoire qui tienne la route, pour en faire un roman. Et au moment où concrètement, il y a quelque chose qui commence à devenir vraiment, je vais dire, très visuel pour moi, là, j'essaie vraiment de protéger mon temps d'écriture pour pouvoir ne faire que ça. Parce qu'à partir du moment où j'écris vraiment un roman, c'est très dur pour moi d'avoir d'autres projets en tête, des sollicitations, d'être dans les médias et tout ça. Et du coup, là, je prends 6 mois pour vraiment ne faire que écrire. Mais donc ces 6 derniers mois, je pourrais dire que c'est là que vraiment j'écris le roman. Mais il y a eu au moins 2 ans avant cette période-là où j'ai amassé beaucoup de notes, des impressions et que j'y ai réfléchi. Donc voilà, je dirais que écriture pure, ça peut être quelques mois, mais où vraiment je ne fais que ça. C'est-à-dire que des fois, je peux travailler jusqu'à 18 heures par jour. Enfin, c'est très, très intense. Je fais aussi beaucoup de marche ou de sport en parallèle parce que c'est comme compenser un peu le côté très intellectuel. Mais avant, pendant longtemps, des fois, j'ai l'impression de rien faire parce que pendant des mois, comme ça, je réfléchis et j'ai d'autres projets de texte qui sont des commandes puisque je vis de l'écriture. Donc, j'ai besoin de faire d'autres choses plus rémunératrices. Mais pour le roman qui est vraiment très libre et personnel, ça, ça, ça a besoin de vraiment beaucoup de temps de maturation en fait dans l'esprit. Merci. Alors, je vois Merci. Philippe Onzik qui veut prendre la parole. Allez-y, Philippe. Oui, merci. Je voudrais juste dire que j'aime beaucoup la thème de ce livre, L'hiver à Sokcho. Et je suis sûr que je vais le lire car j'ai vu ce livre sur les réseaux sociaux. Et aussi, mais j'ai une question. Est-ce que vous vouliez écrire des livres depuis que vous étiez l'enfant ou est-ce que vous aviez une autre profession de rêve? Merci pour votre question et intérêt. Non, alors en fait, j'ai lu depuis toute petite beaucoup et vraiment de tout sans aucune distinction, que ce soit de la bande dessinée, des romans très populaires ou Harry Potter ou des classiques de la littérature française ou allemande parce que ma mère a fait des études de lettres allemandes et françaises et je pense que c'est en grande partie grâce à elle que j'ai eu accès à tout ça parce qu'on avait des livres à la maison tout simplement. Et par exemple, voilà, après tous mes cours, comme elle était toujours en retard pour venir me chercher à l'école, j'allais attendre à la bibliothèque, donc j'avais beaucoup de temps pour lire. Mais pas une seule fois, j'ai imaginé qu'un jour, ce serait possible que je sois écrivaine, que je publie un livre. Je crois même que j'en avais pas l'envie. Enfin, vraiment, juste, j'y ai jamais pensé. Je crois que déjà parce que j'avais pas la conscience qu'un auteur pouvait être vivant, en fait, simplement parce que j'avais vraiment pas je connaissais aucun auteur contemporain. C'est quand même quelque chose c'est un univers que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, en fait, alors qu'avant, je lisais quand même des auteurs plus anciens, en fait. Et surtout, c'est aussi par, je crois, manque d'une forme de confiance en moi ou de respect, parce que j'avais tellement d'admiration pour les écrivains qui me portent, qui m'ont nourri et qui le font encore, que évidemment je me disais mais à côté d'eux, jamais moi je pourrais faire ça. Et je pense que j'ai commencé à avoir un déclic quand j'ai découvert L'amant de Marguerite Duras, autour de 14-15 ans, juste en arrivant au lycée en fait, quand j'ai découvert qu'elle avait une voix qui s'éloignait de tout ce que j'avais appris à l'école jusqu'à ce moment-là, où il faut écrire très bien et tout ça, très classique, ce qui est normal. Enfin, on apprend la grammaire et l'orthographe à l'école. Mais tout d'un coup, elle s'éloignait vraiment de structures comme ça qui me semblaient tellement libres. Et cette voix, elle a tellement résonné en moi que justement, quand je suis arrivée au lycée, j'avais un questionnement identitaire qui était très presque violent, je crois. J'avais vraiment un peu une crise à ce moment-là. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que c'était l'écriture qui pouvait peut-être me permettre de me rapprocher de réponses. Et j'ai eu la chance d'avoir des professeurs magnifiques qui m'ont vraiment encouragée à écrire et à explorer tout ça. Et je leur dois beaucoup parce que je crois que s'ils ne m'avaient pas encouragée, je n'aurais jamais écrit. Mais comme je vous l'avais dit avant, même à ce moment-là, je le faisais pour moi et pas une fois, j'aurais imaginé publier. Et c'est vraiment encore ces professeurs qui, des années plus tard, m'ont dit mais envoie un éditeur. Et puis
depuis, ma vie s'est un peu accélérée parce qu'à partir du moment où Libera Show a apparu, il y a eu tellement finalement d'émulation autour de cette parution. Et puis ensuite, j'ai écrit d'autres choses. Et puis, mais parce que j'ai eu la chance de recevoir des bourses ou des prix qui m'ont permis d'avoir le temps pour faire ça. Parce qu'en parallèle, j'étais étudiante et je voulais... Alors, j'avais plusieurs... En fait, je suis passionnée par tellement de choses que je ne savais pas exactement ce que j'aurais pu faire, mais je crois que j'aurais pu être comédienne. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, le théâtre. Mais pour porter les mots des autres, pas les miens. Ou alors toute autre chose, être biologiste et éthologue, étudier le comportement des animaux. Vraiment là, tout ce qui est comme ça, biologie, la médecine aussi, mais j'étais trop nulle en maths pour pouvoir être médecin, donc voilà, j'ai abandonné. Mais j'ai vraiment, je pense aussi un côté comme ça très, très, très intéressé par tout ce qui est très scientifique. Mais la chance que j'ai maintenant, c'est qu'en étant écrivaine, je peux, pour des histoires, m'intéresser à plein de domaines différents, tout en n'ayant pas le besoin d'être experte, mais en faisant des recherches par moi-même et en faisant semblant que je connais bien pour écrire, pour créer des personnages qui, eux, seraient experts de tel sujet. Voilà. Bon, merci. Je vois Alžbeta Mochnacka. Oui, merci. Allez-y. J'ai une question, mais un peu étrange. Dans combien de langues votre livre est traduit, si vous savez? Alors, j'ai la chance assez incroyable d'être traduite dans vraiment beaucoup de langues. Et là, il y en a au moins, enfin, il y en a une vingtaine. Oh, c'est beaucoup. Oui, j'ai vraiment de la chance pour ce... Enfin, il y a vraiment un effet un peu boule de neige où plus il y a de langues, plus... Je ne sais pas trop comment ça fonctionne parce que c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais je crois que vraiment, finalement, plus il est lu, plus tout d'un coup, il y a des traducteurs qui peuvent avoir accès et se dire, ah tiens, j'aimerais bien aussi. Voilà. Et puis, merci. Oui. Je vois beaucoup de mains levées. Alors, Zuzana, excusez-moi, mais je vais donner la parole à Emma Shaigalova, qui est mon étudiante, et après, ce sera votre tour. Hein. Alors, Emma, Merci. étudiante à Prešov. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai vraiment aimé votre livre. Et ma question, pardon, est-ce que le fait que la narratrice est sans le nom, que pendant l'histoire elle découvre sa voix, peut-être si je peux le dire comme ça, a quelque chose avec les thèmes de l'écriture féminine, dans le sens de cette invisibilité, du silence des femmes pendant l'histoire de la littérature, ou c'est plutôt un contexte de sa recherche de l'identité liée à sa nationalité française? Merci pour votre question. Elle me touche beaucoup parce que je crois qu'il y a... En fait, vous avez soulevé tous les éléments, donc je pourrais simplement dire oui à tout, mais si je peux développer un tout petit peu pour contextualiser. J'ai écrit ce roman à la fin de l'adolescence et je pense que c'est un âge, mais encore maintenant, où en tant que femme ou jeune, en général dans la société, on est très influencé par je crois quand même les dictats de la société, et notamment ceux autour de l'apparence. Et en Corée, moi j'avais été choquée de voir que c'est le pays où il y a le plus d'opérations de chirurgie esthétique au monde pour le visage. Et le visage, c'est vraiment la première carte d'identité qu'on donne de nous aux autres et qu'on ne maîtrise même pas tant que ça finalement. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi un pays qui est aussi nationaliste et aussi fier d'être coréen veut en même temps se refaire pour prendre des critères qui sont un peu occidentaux quand même, enfin, le nez plus grand, les yeux un peu plus ouverts, des choses comme ça. Et d'une part, moi, en tant qu'eurasienne, ça m'interpellait, mais aussi je crois qu'il y avait une forme de révolte en moi parce que je voyais aussi tous les ravages que ça faisait, et c'est un pays où il y a énormément de suicides aussi chez les jeunes. Il y a beaucoup par exemple, de troubles alimentaires. J'étais à l'université là-bas et il y avait beaucoup d'associations qui essayaient vraiment de faire de la prévention pour tout ça. Mais j'ai connu beaucoup de jeunes femmes, surtout, qui me disaient, ah bah moi, je vais me faire offrir une opération à la fin de mes études pour espérer obtenir un meilleur travail et tout ça. Puis en fait, là-bas, c'est vraiment normal d'avoir ce discours.
Et moi, j'ai pas du tout grandi dans cet état d'esprit-là, donc c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait interpellée. Dans ce roman, j'avais pas envie de faire un jugement de valeur ou une critique ouverte, parce que je crois que j'en ai pas la légitimité. Mais par contre, de le montrer pour pouvoir en parler ensuite, ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. D'où le fait d'avoir mis en scène une jeune femme qui est comme ça, mal dans sa peau, soumise à plusieurs injonctions sociales, entre son petit ami qui, lui, peut devenir mannequin et correspond totalement à toute une génération de jeunes en Corée, surtout dans les grandes villes aujourd'hui, et sa mère qui est peut-être beaucoup plus traditionnelle, mais qui lui renvoie un modèle de femme coréenne auquel elle ne veut pas se soumettre non plus. Et tout d'un coup, cet homme qui, lui, vient d'Occident, mais qui a un regard aussi sur les femmes, peut-être qui... Enfin voilà, j'avais envie que ce soit une jeune femme qui se débatte un peu à travers le miroir d'elle-même qui lui est renvoyé à travers les personnages qui sont autour d'elle. Donc, ouais, il y avait ça autant de façon comme ça, je pense, écriture d'une voix clairement de femme, mais aussi de façon beaucoup plus intime, une recherche de qui être au milieu de toutes ces injonctions sociales et finalement aussi pour elle multiculturelles. Merci, Zuzana. Et après, il y a encore Jifchar, qui est mon collègue. Zuzana, c'est mon ancienne étudiante qui est maintenant professeure à la section bilingue. Je suis désolée, en fait, je n'arrivais pas à baisser ma main, mais c'est fait. Je laisse la parole à M. Jivchak. Je poserai ma question après si on a encore du temps. Encore un tout petit peu, hein. Le débat est intéressant. Hein. Moi, j'ai encore le temps, donc si jamais ça dépasse un peu, pour moi, il n'y a pas de problème. Ah bon? Merci. Allez-y. Pardon, vous m'entendez bien? Oui. Ah, d'accord. Eh ben moi aussi, j'ai beaucoup apprécié votre texte et je vous remercie d'en avoir lu des extraits. Et je pense que nous nous sommes tous rendus compte que votre écriture, elle est assez visuelle. Vos descriptions sont détaillées, mais très dynamiques et révélatrices, car le visuel remplace souvent la communication défaillante ou impossible. Mais j'ai aussi remarqué l'importance du rythme dans vos textes, ces phrases courtes et nominales, et les parallèles que vous avez dressés entre l'écriture et la musique, la mélodie, rendent cette impression encore plus forte. Je voudrais donc demander comment vous vivez la relation entre la littérature et la musique, ou plus généralement entre la littérature et les autres arts, parce que, au bout du compte, le français dans votre roman, c'est un dessinateur. Donc, merci. Merci à vous. Je me suis aperçue que, au fond, je suis effectivement très, très visuelle. Je pense qu'il y a deux éléments qui infléchissent beaucoup mon écriture. C'est à la fois cette sensibilité que j'ai à tout ce qui est visuel et l'école de la musique, même si par contre je ne suis pas vraiment douée pour la musique, je crois, et pas très... Enfin, je suis beaucoup plus visuelle que auditive, mais par contre j'ai fait 15 ans de violon assez intensément, et je pense que la discipline de cet instrument, la recherche de la justesse et de l'exercice qui est répétitif, qui prend du temps sans forcément avoir un résultat immédiat, ça m'a appris la rigueur de l'écriture, parce que quand on écrit un roman, pour moi en tout cas, ça prend beaucoup de temps et il peut y avoir beaucoup de moments de découragement où on a l'impression de tourner en rond, où on écrit quelque chose mais on ne sait pas du tout vers quoi on va. Et je crois que si j'avais pas vraiment cette école déjà aussi du rythme et tout ça, parce qu'inconsciemment, c'est vrai que je prononce un peu à voix haute toutes mes phrases, j'ai besoin comme ça de les éprouver par le corps bien avant l'intellect. Ça me vient du violon. Par contre, je pense que je fonctionne beaucoup plus après pour la construction de mon roman, plus en termes de scénario, de storyboard, de film, de cinéma, que de littérature. Et je pense que je peux être autant inspirée d'ailleurs par une exposition de photographie ou un paysage d'ailleurs que je vois de mes propres yeux, ou un film, que par des livres. Et je ne peux pas écrire si dans ma tête, je ne vois pas ce qui se passe. Donc je pense que ce serait difficile pour moi d'écrire un roman qui soit, par exemple, complètement psychologique, un peu abstrait comme ça,
monologue intérieur, de pensée, de flux de pensée, parce que j'ai vraiment trop besoin de voir des personnes qui sont là ou une image pour ensuite essayer de la décrire. Et là, je crois que ça vient aussi d'une forme de conscience peut-être de mes faiblesses dans l'écriture, parce que j'ai vraiment l'impression que je suis pas capable d'être... que je serais trop vite dans des clichés, dans quelque chose que je n'assumerais pas si j'étais dans un monologue intérieur ou dans l'expression d'idées, alors que je me dis que tout ce qui passe par le corps et les émotions et les impressions, ça ne peut pas être faux. En fait, le corps ne peut pas mentir. Et par conséquent, j'essaie des fois de me dire, je décris quelque chose comme à travers le point de vue d'une caméra, donc du regard, et ensuite tout le reste, ce ne sont que des observations qui sont ensuite libres d'être interprétées comme chaque lecteur le souhaite. Et ça, c'est simplement aussi peut-être par mimétisme des livres qui m'ont le plus touchée. Ce sont ceux que, au fond, je n'ai jamais complètement compris et que j'essaye encore de comprendre aujourd'hui, parce que du coup, ils m'habitent et vraiment, j'aime l'idée de faire confiance au lecteur et de laisser de l'espace, en fait, pour créer ce dialogue. Merci. Il nous reste un tout petit peu de temps, même si on a débordé, mais le débat est tellement intéressant qu'on va continuer encore un tout petit peu. Susanna, Madame Calvet. Alors, oui, je suis là, excusez-moi. Alors, pardon, voilà, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée dans ce récit, c'était la relation entre la fille et sa maman. Et en fait, nous nous sommes posé la question en discutant de cet extrait. Nous avons trouvé une certaine retenue dans le comportement de la fille envers sa mère, une certaine timidité ou même peut-être une certaine docilité. Et on s'est posé la question justement, est-ce que c'est un fait culturel ou est-ce que c'est plutôt un trait de caractère de votre personnage? Je pense que avant tout, c'est un trait culturel. Après, je suis pas sociologue, je ne vis pas en Corée, mais quand même, j'y ai vraiment passé beaucoup de temps et j'ai quand même toute ma famille qui est coréenne. Et je peux quand même vraiment voir, je crois, de l'intérieur à quel point c'est quelque chose qui est inhérent à la culture, qui vient quand même principalement du confucianisme. Et dans le confucianisme, ce qui prône, c'est le respect aux aînés. Et par exemple, dans la langue même coréenne, il y a plusieurs niveaux de politesse, il y a même 5 niveaux de politesse qui sont qui s'appliquent aux interlocuteurs selon la différence d'âge qu'on a avec eux. Et ce qui peut rendre d'ailleurs les contacts compliqués quand on n'est pas coréen, parce qu'on a toujours un peu peur d'être dans le mauvais niveau de politesse. Donc je pense que forcément quand on grandit avec l'idée qu'il faut absolument respecter tout ce que les aînés disent, et par exemple la figure du professeur, déjà c'est presque sacré en Corée. Même dans les amphithéâtres à l'université, on pose très rarement des questions, c'est très mal vu, enfin c'est même pas vraiment envisageable de remettre en question ce que un professeur dirait, par exemple. Et de même dans l'éducation parentale, du coup, c'est assez paradoxal, parce qu'à la fois, c'est un peu la culture de l'enfant roi. Aujourd'hui, il y a souvent les familles n'ont qu'un seul enfant parce que la vie coûte très cher, c'est très difficile, le travail aussi et tout ça. Du coup, ils en ont qu'un pour essayer de lui offrir la vie la plus incroyable possible. Mais en même temps, cet enfant a l'injonction comme ça d'être redevable à vie à ses parents et de s'occuper d'eux vraiment jusqu'à leur mort. Et c'est tellement inscrit dans la société qu'il y a très peu encore par exemple, de systèmes sociaux pour s'occuper par exemple, des établissements pour personnes âgées, des choses comme ça, comme il y a en tout cas beaucoup en Suisse. Mais c'est encore quand même très traditionnel à ce niveau. Et je pense que ma narratrice, elle est un peu tiraillée en 2 injonctions, celle de à la fois être évidemment très dévouée pour sa mère, et en même temps a besoin de se détacher d'elle et de vivre sa vie, de partir même peut-être à l'autre bout du monde.
Mais elles savent l'une comme l'autre que c'est impossible, puisque si la fille part, la mère qui est seule n'aurait vraiment pas de moyens de subvenir à ses besoins dans la vieillesse. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez choquant des fois à voir en Corée, c'est vraiment la pauvreté des personnes âgées qui sont littéralement abandonnées par leurs enfants. Et parce que les toutes nouvelles générations, je dirais peut-être celles de mon âge ou un peu plus jeune, moi j'ai 28 ans aujourd'hui, mais je vois vraiment l'évolution. Ils refusent ce modèle traditionnel et hésitent de moins en moins à être comme ça individualistes. Et donc on voit vraiment des personnes âgées très âgées qui font encore des petits boulots comme ça de nettoyer dans le métro ou vendre des petites bouteilles dans la rue, voilà, des choses comme ça qui leur permettent de survivre. Malheureusement, le temps passe. Alors, une toute dernière question, s'il vous plaît, Philippe, posez-la. J'ai une petite question. Quel est votre livre préféré maintenant ou le livre que vous voudriez nous recommander? Oh là là, c'est horrible ce genre de questions. Parce qu'il y a tellement de livres qui m'ont bouleversée, touchée. Et en plus, ça change selon les époques. Donc, je dirais, s'il y a un classique comme ça qui vraiment m'a marqué, et je pense que ce sera le cas toute ma vie, c'est L'amant de Marguerite Duras. Mais peut-être qu'il est, voilà, il est déjà très connu et beaucoup plus récent, du coup, vraiment très récent. C'est un livre d'un auteur qui s'appelle Bruno Pellegrino et qui, le titre du livre, ça s'appelle Dans la ville provisoire et il est sorti en janvier en fait, donc c'est vraiment un livre très récent. Voilà, j'en parle comme ça spontanément parce que si je réfléchis trop, il y aurait 1000 titres, mais ça a été un de mes derniers coups de cœur. Et d'ailleurs, en fait, il a 2 ans de plus que moi seulement. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie aussi énormément pour sa modestie et sa connaissance aussi de plein de choses. Mais ce livre, c'est vraiment très beau. Ça se passe dans Venise. C'est l'histoire d'un homme qui doit aller s'occuper des archives d'une traductrice qui vient de décéder. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire. D'ailleurs, c'est extrêmement atmosphérique. Mais juste, je crois que ce qui est magnifique, c'est vraiment la puissance de son écriture. Parce que même s'il se passe en guillemets rien, on est complètement fasciné par cette ville qui commence à être engloutie par les eaux et cet homme qui est là tout seul pendant quelques mois pour faire ce travail et qui petit à petit va comme ça rentrer dans la maison et l'intimité de cette femme jusqu'à même parfois porter ses habits. Mais tout est comme ça juste dans l'étrangeté en même temps extrêmement poétique et ça laisse une impression vraiment, on a l'impression d'être englouti par ce livre. Donc voilà, si jamais je vous le conseille, mais il y en aura encore 1000 autres. Malheureusement, du coup, j'ai l'impression que je ne peux pas répondre mieux que ça. Merci. Alors, je voudrais remercier Elisa Dusapin, avoir la gentillesse non seulement de lire les extraits de son roman, mais aussi de répondre pratiquement à toutes les questions. Il y aura certainement d'autres questions, mais malheureusement, on est limité dans le temps. Alors, Elisa, merci beaucoup. Bon courage, bonne continuation. De toute façon, nous allons continuer à échanger parce qu'il va peut-être y avoir un projet avec vous. Je voudrais remercier aussi l'ambassade de Suisse de cette possibilité, l'ambassade de Suisse qui nous envoie aussi des livres. Donc, on en dispose déjà après chaud. Et donc, les étudiants, si vous êtes intéressés, vous n'avez qu'à venir. Et puis, je voudrais remercier aussi le public. Je voudrais remercier les étudiants. Et non, en dernier lieu, je voudrais vous conseiller de lire les romans d'Elisa, au moins pour 3 raisons, au moins. La première, c'est vraiment la qualité littéraire. Hein. Elisa est quelqu'un de très doué. Après, parce que ces romans constituent pour moi une véritable mine d'informations sur les cultures très différentes. Et puis aussi, puisque vous débutez en français, et c'est admirable, je vous admire vraiment de savoir que même dans les lycées, vous commencez à lire en français. Donc sachez que l'écriture est
accessible au niveau linguistique. Je pense à la syntaxe, etc., etc. Donc, vous ne trouvez pas les subordonnés compliqués de 3 pages, genre Proust. Voilà. Donc, si on se pose la question, l'éternelle question posée depuis Aristote, à quoi sert la littérature, hein? Est-ce que c'est pour quelques oisifs de notre genre? Est-ce que la fonction de la littérature est plaire ou instruire? Alors, plaire, bien sûr, mais instruire aussi par le biais des histoires, des images, des mots qu'Elisa pèse et utilise avec parcimonie pour faire de très beaux romans. Donc, merci encore à tout le monde. Bonne continuation, bon courage, lisez. Au revoir, à bientôt. Espérons en présentiel. Moi, je voulais juste vous remercier aussi, professeur, pour votre travail et modération, et puis toutes les personnes du public que je ne vois pas, mais que je vois nombreux, en fait, par le chiffre. Alors, merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier. Bon courage. On reste en contact, Elisa. Volontiers. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.